Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous au troisième pupitre d'Artissimo. Lors du dernier pupitre, nous avions parlé d'amour de la société algéroise à travers des légendes, des personnages historiques et certains lieux emblématiques. Nous voilà de retour pour un autre sujet qui nous entraînera cette fois-ci en plein cœur de la société, dans les cafés, les théâtres, les cinémas et les librairies. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un petit rappel s'impose. Alger, histoire de lieu, histoire de vie, est une série de 5 rencontres mensuelles, dont la première s'est tenue au mois de février. Lors de nos pupitres, et nous en sommes au troisième, nous mettons en lumière Alger sous plusieurs facettes, culturelles, historiques, sociétales, spirituelles, entre autres. Nous faisons revivre les édifices, les monuments et les personnalités qui ont fait la renommée d'Alger, tout en jetant un pont entre le passé et le présent. Alger, histoire de lieu, histoire de vie, est une idée imaginée par Artissimo en partenariat avec la Fondation Comptoir des Méditerranées. Chaque nouveau pupitre est l'occasion pour nous de vous faire découvrir un artiste. Aujourd'hui, nous mettons en lumière Najib Bouzned, jeune artiste photographe, qui à travers l'exposition intitulée Raw, vous fera découvrir Alger différemment. Si cette initiative a pu voir le jour, c'est aussi grâce au soutien de nos généreux donateurs. Je remercie à ce titre Inamed, Tossiali, le Centre Sidi Abdallah de cancérologie et Booster Consulting. Alger a toujours été le berceau d'un intense bouillonnement culturel. Certaines adresses sont indissociables de cette vie artistique. La Cinémathèque algérienne, la brasserie des facultés, le café Tantalvi, la librairie des Beaux-Arts en sont des exemples représentatifs. Hommes de lettres, artistes et intellectuels de la trempe de Mohamed Dib, Albert Camus, Kateb Yassine, Mouloud Mabri, Nina Simone, Myriam Makeba y sont passés. Les années 80 ont vu naître Riyad El Fath, premier centre culturel et de loisirs, avec salles de cinéma, galeries d'art, boutiques chic et restaurants. Après un break forcé, les années 2000 signent le retour de la culture avec l'ouverture d'espaces institutionnels, privés et même alternatifs, tels que Artissimo, qui a été inauguré en 2000, le MAMA, la Galerie d'Al-Kenz, l'Opéra d'Alger, la Baignoire et plus récemment les Ateliers Sauvages, pour ne citer que ceci. Comment les Algérois ont-ils vécu l'effervescence culturelle des années post-indépendantes, des années 60, 70, 80 ? Quel fut le sillon tracé par ce bouillonnement culturel ? Pourquoi n'existe-t-il plus d'espace où intellectuels et artistes peuvent se retrouver spontanément et régulièrement, comme à l'époque de la Brasse, de la librairie des Beaux-Arts ou de la Cinémathèque ? Aujourd'hui, quelle place occupe la culture dans la vie des jeunes ? Pour répondre à tous ces questionnements, notre panel se compose aujourd'hui de Khadija Chouit, honneur aux dames, journaliste et directrice de publication de la magnifique revue Esprit Bavard. Sedani Sakhri, libraire et éditeur. Mohamed Krinah, artiste plasticien. Pardon, voilà, excuse-moi. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, après vos interventions, nous pourrons débattre de ce sujet tous ensemble. Mesdames et messieurs, à vos pupitres. On va commencer avec vous, Sidali Sakhri. Alors, l'un des événements culturels majeurs de l'Algérie post-indépendante fut le Festival panafricain en 1969. À cette époque, Alger était la caisse de résonance du désir d'indépendance et de liberté. Parlez-nous de cette effervescence qui s'était emparée d'Alger il y a tout juste 49 ans. J'ai l'impression d'aller chanter comme ça. C'est Artissimo en même temps. D'abord, je voudrais te remercier pour cette invitation, même si elle m'a remué beaucoup de choses en moi, d'autant plus qu'on va parler d'une époque qui, pour moi, à titre personnel, c'était l'âge d'or de l'Algérie
Pour moi, j'étais dans la joie absolue, les années 60, 70 et 80. Je ne suis pas un réactionnaire qui est en train de parler du passé, ou on va dire prisonnier du passé, pas du tout. Justement, quand on va se tutoyer. Oui. Moi, je suis plus à l'aise. Quand tu m'as invité, j'ai tout de suite dit oui, d'autant plus que ça vient de toi, qui organise des choses, justement, qui nous replongent un peu dans la période où on était heureux, les gens de ma génération. Là, je me suis rendu compte que tu as choisi 3 générations. Tu as commencé par quelqu'un qui est beaucoup plus proche de la mer que de la source. Donc, ça va venir. Donc, j'en ai parlé à des amis pour les inviter. Malheureusement, je suis quelques assemblées. Quand il y a encore la nostalgie. Donc non, cette rencontre, c'est pas la nostalgie. Et puis le mot nostalgie, moi je l'adore ce mot. Je vais faire un peu le pédant si vous permettez. J'ai un peu de... Tu es libre. La nostalgie, c'est un mot que j'adore. Tout ce que je le fais par nostalgie. Seulement la nostalgie, dont j'ai la définition, elle est éloignée justement d'être prisonnier du passé. Pour moi, la nostalgie, d'ailleurs le mot est d'origine grecque, et bizarrement, il n'existe pas dans la langue grecque. Vous le savez tous. Je peux faire le pédant encore. Donc, nostalgie veut dire tout simplement la douleur du passé. Et c'est un mot qui a été forgé par un médecin suisse à une époque où il était le médecin du pape. Et il s'est rendu compte que la garde du pape, souvent, comme on dit en Algérie, c'est l'Oran. Il filait 2-3 jours et il revenait. Oui, la garde suisse. Donc, il disparaissait quelques, il revenait. Ils étaient souvent sanctionnés, et puis ils perdaient de plus en plus des membres de cette... Et ce médecin a essayé de comprendre ce phénomène. Et il s'est rendu compte que s'ils filaient de temps à autre, parce qu'ils avaient la nostalgie, le mot n'existait pas encore, la nostalgie des alpages. C'est-à-dire, dès qu'il y avait le bruit d'une vache avec ça éveillait en eux la douleur du retour. La douleur du retour. Et là, il a forgé ce mot en prenant 2 mots de la langue grecque, algie qui veut dire douleur, et nostα qui veut dire le retour. Donc moi je suis dans cette définition-là, et tout ce que je fais maintenant en tant qu'animateur, en tant qu'éditeur, en tant que libraire, passeur de texte, je le fais par nostalgie, dans le sens où je tiens aux valeurs Tasman, longtemps, mais la vie est faite pour changer. Donc, je ferme cette parenthèse, donc je suis un nostalgique qui accepte le présent en essayant de le transformer. Donc, à partir de là, on va parler du PANAF. Mais on ne peut pas parler du PANAF avant de parler de la cinémathèque. Parce que le PANAF est l'enfant légitime de la cinémathèque. Je vais essayer de m'expliquer. Mais avant de parler de la cinémathèque, je vais parler de Babelwed, mon quartier. En 2 minutes. Babelwed est un quartier, je le dis souvent, ce n'est pas un quartier, c'est une idée, c'est une sensibilité, c'est... Bref. Babelwed est une hystérique, comme disent les psychanalystes, c'est une hystérique qui se fait engrosser par les mots. Babelwed des années 30, c'est le pataouet pied-noir, et puis c'est le langage communiste du PCA. Avant d'arriver à la période pied-noire de Babelwed, c'est-à-dire l'OS. Babelwed est devenu OS pendant un bon moment jusqu'à l'indépendance. L'indépendance, Babelwed est devenu le quartier de la pègre. Ben, je me rappelle, on sortait avec une fille, on ne disait jamais qu'on était de Babelwed. On était un voyou. Et ça a duré jusqu'à l'arrivée des gens qui étaient tapis dans l'ombre, les islamistes, qui sont venus défigurer totalement ce quartier. Et maintenant, Babelwed est sans identité. C'est terrible de dire. Là, je parle de Babelwed. C'est pour dire que la cinémathèque et le PANAF, pour moi, j'étais déjà préparé par ce quartier. Babelwed, quartier populaire, avait 10 cinémas. En 62, il y avait 10 cinémas, n'est-ce pas? Il y a des gens de Babelwed. Je peux citer tous les cinémas de Babelwed. Le Marignan, avec des consonances coloniales. Hein? La Perle, le ciel, le Variété, le Majestic est devenu la classe. Donc, le cinéma pour moi
C'était évident. Quand je m'ennuyais, je rentrais au cinéma. C'était à l'époque ce qu'on appelait permanent. On payait, des fois on rentrait avec des clous. On donnait des clous pour réparer justement. Je vous jure que c'est authentique. Babylone, c'était aussi le quartier des libraires. Abdelrahman qui est là peut vous dire qu'il y avait des dizaines de librairies et bouquinistes. Donc le cinéma, le livre, la culture d'une manière générale, dans un quartier populaire, ils étaient là, ils s'offraient à nous. Et dans nos écoles, il y avait les bibliothèques. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était lettrée. Elle portait le halik, n'est-ce pas? Mais en même temps, elle lisait Hugo, elle lisait les classiques français. Et donc, le livre était une chose évidente pour moi. Pour arriver justement à la cinémathèque. La cinémathèque, elle est née bien sûr en 65. L'idée est venue d'un conseiller culturel français, ce qu'on appelait les pieds rouges. Il y avait les pieds noirs puis les pieds rouges, qui ont susurré à l'oreille d'un des responsables algériens de l'époque, un certain Mohamed Moussaoui. Mohamed Moussaoui, qui était, pendant la guerre d'Algérie, le responsable son et film du GPR. Et il paraît, les gens qui l'ont contacté, qui l'ont rencontré, c'était un homme qui trouvait des solutions à tout. C'était un homme d'une extrême intelligence. Il a accepté l'idée de créer la cinémathèque. La cinémathèque qui au début était un simple ciné-club qui a évolué vers la cinémathèque, qui a connu deux gars extrêmement importants. Le premier directeur, c'est Hussein. Et par la suite, et c'est là où la cinémathèque a pris vraiment son élan, et elle est sortie d'Alger pour aller vers 17 salles au niveau national. Avec Boudjma Akaresh, qui malheureusement, qu'on salue, mais il ne suffit pas de saluer, il faut lui rendre hommage tout le temps. Il faut écrire des bouquins. Parce qu'il a animé beaucoup de tables rondes, beaucoup de débats avec des personnalités. Justement, c'est pour ça que je vais arriver. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer les plus grands cinéastes de ce monde. Oui. Je peux citer Costa Gavras, je peux citer Visconti et d'autres, les auteurs africains et ainsi de suite. C'était une école. Et c'est là où je vais dire pourquoi on allait à la cinémathèque. La première période, je ne l'ai pas vraiment connue. J'étais trop jeune. Mais à partir de 74 jusqu'à 90, j'ai été en permanence là. C'était une école de débat. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, à l'époque, l'Algérie, qui n'était pas une dictature, contrairement à ce qu'on dit, c'était un régime autoritaire. Ça, je tiens, comme dit Camus, mal nommer les choses, si on amplifiait le malheur du monde. C'était, comment on appelait ça, un régime autoritaire, et bizarrement, il y avait des espaces où, la cinémathèque entre autres, la liberté d'expression totale, les films n'avaient pas de visa de censure. On allait voir les quelques fesses qu'on pouvait voir à Alger grâce à la cinémathèque. Les bisous qui nous étaient interdits à part, on pouvait aller là-bas. La cinémathèque, mais on allait là-bas personnellement, par la suite. On allait là-bas parce qu'il y avait le débat plus que les films. Des fois les films, honnêtement, les films, je ne comprenais rien à ces films, des fois. Mais à force d'aller là-bas, ça m'a donné une culture cinématographique grâce à la cinémathèque. Il y avait donc des périodes cinémathèques soviétiques, des périodes de cinémathèques sud-africaines, enfin pas sud, à l'époque non. Bref, de tous les pays. Et grâce à ça, on a pu à la fois acquérir une culture cinématographique et littéraire, parce qu'on apprenait à parler. On échangeait. Qui était le public qui allait à la cinémathèque? J'y arrive. Donc, le public de mon époque, pas la première phase. Beaucoup d'étudiants à l'époque. Beaucoup d'étudiants parce que la cinémathèque, elle est à proximité de la fac. On était à l'IEP, placé bien avec Kader, donc on terminait nos TP à 20h et on piquait directement au débat. Seulement, donc les étudiants, moi j'étais étudiant à la fac, je faisais psychologie, on allait là-bas, on apprenait énormément de choses. Et en plus, l'entrée était symbolique, et puis surtout on rencontrait des gens qu'on admirait. Seulement, j'ai perdu là, tu m'as fait perdre des choses. Qui était le public? Le public. Donc le public, la première phase de la cinémathèque, il y avait même des femmes de Haïk. Redécouvrez les images de l'époque, il y avait des femmes qui allaient à la cinémathèque de Haïk. Nos mamans allaient à la cinémathèque. Ça paraît bizarre pour beaucoup de gens, mais la cinémathèque était ouverte. D'ailleurs, quand il y a eu le Panaf, il y a encore des images qui étaient grâce à un film de William Klein, où les grands cinéastes du monde
découvre à la fois la culture du public algérien, même sa spontanéité, et puis surtout les femmes algériennes avec le haï qui allait là. La Cinémathèque, donc, elle a préparé pratiquement le terrain pour une autre idée géniale, laquelle, c'est le PANAF. Mai 68, c'est pas uniquement Daniel Cohn-Bendit ou bien quelques intellectuels en France. Mai 68 a touché l'ensemble de la terre. Et chez nous, mai 68 a existé, sauf qu'il n'y a pas eu de Cohn-Bendit ou autre, mais les idées de liberté, d'indépendance, l'éclatement des sens existaient déjà. Et moi, pour moi, quelque part, rappelle-moi l'événement. Le PANAF, je sais pas, le PANAF, je sais pas pourquoi j'ai cette tendance à l'oublier. Donc, le PANAF, ça a été pour moi, pour les gens. Donc, le PANAF, c'est pratiquement un peu le mai 68 des Algériens. Moi, j'étais petit, au passage, avant d'arriver. Johnny Hallyday, c'est d'actualité. On te laissera réagir après. Vas-y. Johnny Hallyday, vous savez qu'il est venu à Alger en 66-67. Moi, j'habitais à côté, rappelle-toi. Johnny a chanté à la classe. Et on connaissait tous Johnny Hallyday. Les voyous de Babelbeck vont voler sa guitare. Ça, c'est une légende que tu as inventée toi-même. Ah, c'est dans l'histoire. Dès qu'on me touche, je perds le fil. Je suis bavard. Vas-y. Donc, moi, personnellement, j'ai pu voir Léo Ferré, Jean Ferrat, bizarrement. Pierre Perret. Pierre Perret, le zizi, madame. Rappelez-vous du zizi de Pierre Perret. Toute la salle qui disait le zizi. C'était génial. Non, je pourrais dire ça. Bien sûr. Est-ce que j'ai le rôle de ça? Non, le modérateur qui cache. La modératrice qui se mouille, et bien sûr, par la suite, Marcel Khalifa, Fayrouz et d'autres. Bref. Donc, il y avait quelque part un bouillonnement, mais est-ce qu'on peut justement mettre quelque part l'accent sur le festival panafricain? Donc c'était vraiment. C'est maintenant que je rentre. Dans les rues d'Alger. Alors, le PANAF, c'est également une idée de la même personne. Le monsieur que j'avais cité à l'époque, qui lui-même a compris. Vous savez, j'ai dit Pas grave. Désolé, de la fatigue. Donc, c'est la même idée. Il faut juste parler dans le micro. Alors, il faut juste savoir que cette rencontre est filmée et mise en direct sur Facebook. Donc, nous avons beaucoup de ça. Voilà. Donc, le festival panafricain, à l'époque, c'était la fête. C'était un bouillonnement artistique, culturel. On voyait tous les pays du monde, pas uniquement les Africains. Surtout les scènes nues, il faut parler de ça. C'est une idée fixe chez toi, apparemment. C'est la première fois que vous avez vu des danseuses nues, africaines et tout ça. Non, ne dis pas ça. Non, c'est schématise au maximum. Non. C'était un événement révolutionnaire, tu le veux ou non, qui a tout bouleversé. Dans un pays autoritaire, il y avait effectivement, les corps étaient libres. Effectivement, on voyait des poitrines magnifiques d'Africains et autres, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des conférences, il y avait des films, il y avait des bouquins, il y avait des échanges, et ça a duré. Et en plus, dans toutes les places d'Alger. Moi, j'allais de Bab el Oued à Belcourt, des fois avec ma mère, des fois avec les copains. Et pendant combien de temps? 10-15 jours. C'était génial. C'était en juillet, donc il n'y avait pas l'école. On était tout le temps dehors, on était tout le temps dans le sens, dans la musique, dans le cinéma, des milliers de touristes. Donc Alger, c'était un bouillonnement extraordinaire. On était dans le plus beau pays du monde. Nostalgique comme je suis, je l'assume. Oui, parce que ça correspondait aussi à cette période d'indépendance des pays africains. Comment expliquer ça? Comment expliquer ce bouillonnement, cet intérêt du public? Voilà. Le public n'a pas été préfabriqué comme, et là je vais être critique, comme au deuxième
Panaf, qui pour moi a été une tentative, c'est un échec, c'était une sorte de remake qui a échoué. Mais attends, c'est pas grave, l'heure du débat arrivera. Merci. Si on tient un discours manque de bois, le principe c'est... Voilà. Il faut changer d'internet. Je ne suis pas violent, je ne suis pas... J'essaie de dire, je n'ai pas retrouvé les mêmes sensations, ni même le climat de... On avait l'impression que c'était une tentative de revivre des moments qu'on n'a pas vécu. Bref. D'ailleurs, donc, tu peux m'aider par des questions parce que... Non, en fait, moi, ce qui m'intéressait, que ce soit à travers, grâce à la Cinémathèque algérienne et le festival panafricain, c'était de voir quel était ce public-là. Est-ce que ce public était invité ou est-ce qu'il allait spontanément? Est-ce que c'était des jeunes? Est-ce que c'était multigénérationnel? Et dans quel quartier s'organisait cette rencontre, enfin, notamment le panafricain et d'autres lieux? Tout à l'heure, tu as parlé des différents cinémas qui existaient dans la ville d'Alger. Donc, c'est le public qui m'intéresse. Parce que nous parlons ensuite de la nouvelle génération. Le génie revient aux gens qui ont organisé cet événement. L'Algérie n'était pas très riche à l'époque. Il y avait toujours cette paranoïa par rapport à la politique chez le pouvoir. Et pourtant, ils ont réussi l'exploit d'avoir la culture partout. Dans toutes les places. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent souvent? Donc voilà. Dans toutes les places d'Alger, il y avait des danses, il y avait des échanges, il y avait des conférences partout. Dans les librairies, il y avait des échanges avec des écrivains africains ou autres. Donc ce n'était pas seulement ce n'était pas comme une élite. Moi, j'ai rien contre l'idée d'élite. Et c'était pas seulement un spectacle de rue. Il y avait c'est ce que je disais à Hassiba, ne réduis pas ça à quelques bouts de ça. Non, mais attends. Oui, donc, il y avait, on rencontrait les écrivains, les peintres, les artistes d'une manière générale et ainsi de suite. C'était un moment féerique où l'enfant que j'étais, je crois que c'est ce qui m'a donné envie, ce sera les questions d'après, comment j'ai pu lancer des espaces de débat, pourquoi je cherchais à être un passeur de textes et tout, parce que cet événement a marqué les agents de ma génération qui s'intéressent, qu'on le veuille ou non. Les gens de ma génération, ils fréquentent les librairies. C'est pas pour dire que les jeunes de maintenant ne fréquentent pas. Maintenant, c'est un autre monde. Il y a l'existence du téléphone et ainsi de suite, qui a coupé les rapports réels, humains réels. Donc, cette génération, elle fréquente les musées, elle bouquine, elle va au cinéma. Quand elle va à l'étranger, elle va voir les films qu'on ne peut plus voir à Alger. Les salles d'Alger, El Moudjahid, c'était le seul journal. Il était ennuyé comme tout, mais il avait une place pour le cinéma où annoncer tous les films. Et puis je voudrais parler aussi, et là je termine, désolé. Là je termine. Non, mais j'ai pris trop de. Non, ça va. Je voudrais parler de la chaîne 3 également. La chaîne 3, elle accompagnait tout ce mouvement. À l'époque, on écoutait Europe 1, je ne sais pas s'il y avait France Inter, bref, mais on écoutait aussi la chaîne 3, parce qu'on pouvait écouter. Abdelrahman, ce matin, j'étais avec lui dans un quartier mythique d'Alger. Il me disait, la chaîne 3 nous a aidé à avoir une oreille musicale. Parce qu'à l'époque, la télévision était pratiquement absente. C'est pas comme maintenant, elle occupe tout l'espace. On n'a même plus le temps de voir un film du début jusqu'à la fin. À l'époque, on avait une chaîne et les radios, et on écoutait surtout la radio. Et la radio, moi je trouve que la radio c'est plus intelligent que l'image. Une voix, elle vous laisse créer le... Écoute, c'est un point de vue, Hassiba, Dobrea, si tu acceptes ça. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Hassiba, on va laisser Madame Hassiba. Je la vois gesticuler. Voilà, l'entraîneur comment je l'ai vu. Et... parce que tu fais des tautologies. C'est pas grave, l'heure du débat va arriver. S'il y a des tautologies, au moins ce mot que plus personne n'utilise, au moins il va circuler un peu. Donc voilà, c'est cette période. C'est le débat, attendez, pardon. Je suis en train de faire le modérateur. Donc voilà, j'arrête. Est-ce que si vous voulez garder votre question, on va passer au contrôle alternatif. D'accord, allez-y. Je termine à deux places, pas dernière phrase. Hassiba, je ne pense pas à toi, mais je disais à Karima il y a quelques jours, c'est quoi un souvenir? Un souvenir est un poète
il ne faut pas en faire un historien. C'est ce que je veux dire. C'est un vécu personnel. Cette réalité, je la vois à travers le prisme de ma subjectivité. Je n'en fais pas un historien. C'est un poète, donc un poète, pas moi, le souvenir. Et je termine avec une citation de ma mère. Je ne sais pas comment elle était lettrée, je ne sais pas si c'est le résultat de cette lecture, ou bien c'est. Elle disait toujours l'Algérie a un passé imprévisible. Merci. Vous vouliez réagir par rapport au PANAF et ensuite on passe à Fadji. Le PANAF avait des dimensions multiculturelles. Absolument. Il y avait des productions de films, il y avait des théâtres, il y avait des concerts, dans des salles, des concerts sur les places publiques. La fameuse scène pour les dessins nus se passait dans un quartier très populaire au niveau du climat de France, là où nous pouvions rencontrer le grand rectangle. C'était vraiment une troupe africaine qui dansait, une dizaine de jeunes filles dès la place des nues, et tout le public, surtout les femmes avec le haï blanc. Et personne ne posait sa valise. Bravo, voilà, là. Maintenant, dernier détail, jusqu'à 3 h du matin, toutes les stations depuis February jusqu'au 1er mai, il y avait des animations, il y avait des concerts, et c'était plein de voiles blancs. C'était ça qui était caractéristique. Voilà, super. Alors, s'il vous plaît, on va je vais vous raconter les générations des soins. C'est pas très. Justement, ça va vous rejoindre. Ah, tu rejoins? Oui, je ne dis pas l'image, alors, à la classe, justement, nous, je suis une fille on était quand même jeunes, hein, et on descendait le soir à la Grande Poste. Il y avait un chanteur, il s'appelait Steve Boba. Il chantait Cat Stevens tous les soirs avec des petits bancs. Et comme bon, il n'y avait pas de scène pour le public, tout ça, on descendait avec des petits bancs algérois. Alors, mon grand frère, on ne dansait pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on était 16 ans, 15 ans, une fois, on a oublié mon petit frère et ma petite sœur, qui est l'actuelle femme de Carrège. On les avait oubliés, on est montés, on est redescendu. Ils les a retrouvés sur la place, à côté des petits bols, ils dormaient. À 4 h du matin, on les avait oubliés. Voilà. Merci. Bah oui, bah ça, c'est les histoires de vie. Durant le canap. Alors, pardon. Alors, je vers toi. Alors effectivement, il y avait aussi certaines adresses, telles que, on l'a cité tout à l'heure, la brasserie des facultés, la librairie Les Vraies Richesses, il y avait la librairie des Beaux-Arts, bien entendu, Dominique, le café Tantonville. Tous ces lieux-là étaient des endroits où les intellectuels et artistes de tous bords venaient spontanément et surtout régulièrement pour se rencontrer et refaire le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi est-ce que ça a peut-être un peu changé aujourd'hui? Merci Zakir. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous et merci d'être là et de m'écouter. Je ne sais pas si je suis très légitime pour répondre à ces questions, surtout que je n'y étais pas dans ces endroits. Je peux dire ce que j'en pense. D'ailleurs, après ce qu'a dit Sidani sur le PANAF et tout, j'aimerais juste dire que bon, là, c'était des souvenirs très subjectifs et tout. Bon, il a vécu, il en a parlé avec ses deux enfants. Parlez-vous d'un micro. Et ce que je veux dire, c'est qu'on doit, à mon sens, remettre toujours les choses dans le contexte de l'époque où ces événements se sont passés. Le PANAF 69, c'était l'année de ma naissance, et je leur dis 69, c'était une super année. Premier homme sur la Lune, le Woodstock, c'était l'époque dans le monde entier était
était particulière. On était dans une époque d'idéaux. On avait encore droit au rêve de la liberté. Mai 68, c'était une année avant. Et l'Algérie était à l'avant-garde du combat pour les indépendances. Les pays qui sont venus pour les panafs, il y avait encore des mouvements pour l'indépendance comme celui du Mozambique, etc. Il y avait la lutte contre l'apartheid, Myriam Makeba, etc. était là, donc c'était un contexte politique particulier. C'était aussi festif, mais il y avait aussi de la chanson engagée. C'était pas seulement pour la musique pour danser. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le film de William Klein, c'est un film politique, ce n'est pas un film qui ne montre que le côté festif du PANAF 69. Donc, une époque qui voulait qu'on soit dans ça. D'ailleurs, on disait qu'Alger était la Mecque des révolutionnaires d'Amérique latine, d'Afrique et de partout. Et même de quelques-uns qui sont devenus terroristes, comme Carlos, etc. Mais il était bienvenu en Algérie, Che Guevara et d'autres. Ceci étant dit, je fais partie, moi, d'une génération, avec des amis, on s'amuse à dire on est le entre-deux. On n'a pas connu cette Algérie si idylliquement décrite par Sidi Ali. On est devenus jeunes adultes à peu près en 88, quand les choses ont vraiment commencé à basculer. Mais je peux parler je pense, essayer de répondre à tes questions. C'est une question sur les lieux. Les lieux, comment ils sont investis par la vie intellectuelle. Et pour commencer, les lieux que tu as cités n'ont pas été construits par les Algériens, ils ont été hérités de la France coloniale. Donc c'était déjà des lieux qui abritaient une vie culturelle, soit les librairies ou la brasserie des facultés, etc. C'était des lieux fréquentés aussi par des intellectuels, certes, mais par beaucoup d'étudiants. Et là, j'enchaîne pour dire que l'université, à l'époque, était en elle-même un lieu de bouillonnement d'idées, d'échanges, de bouillonnement politique, mais aussi donc culturel et intellectuel. Et donc, la brasserie des facultés, elle a été appelée comme ça, et ben, c'était surtout des étudiants qui la fréquentaient et qui avaient les moyens de la fréquenter. C'était des lieux où les jeunes avaient les moyens d'aller dans des restaurants et boire leur coup, etc., sans que ce soit quelque chose de prohibitif. Et donc ça permettait comment dire, cet échange-là de personnes qui venaient comme il n'y avait pas beaucoup d'universités dans l'Algérie indépendante, le plus gros était dans Alger, donc ça venait de partout en Algérie, donc ça permettait cet échange d'expériences, de jeunes adultes qui viennent, qui découvrent la grande ville, et qui vont dans des lieux où ils sont à proximité avec des écrivains, exactement, des peintres, etc. Voilà. Mais là, justement, souvent, et voilà, on en parlera aussi plus tard, c'est que les intellectuels, les écrivains, les artistes, les personnes de toute la société civile, quelque part, se retrouvaient. Alors qu'on parlera de maintenant avec Morad, mais il y avait quand même ce mix de profils de personnes qui arrivaient quand même à échanger. On en revient toujours au contexte et à l'époque. On a hérité de traditions, j'allais dire, on a continué, parce que l'Algérie indépendante jusqu'à peut-être fin des années 70 était sur une lancée, on voulait être un pays moderne. C'était ça la vision politique de l'époque. Maintenant, on peut dire, si on veut, du socialisme, de l'option socialiste de l'époque, ça a permis à des gens comme moi de s'instruire. Par exemple, l'école gratuite et pour tous. Voilà. Donc, la vision de l'époque était pour ça. Donc, on a continué sur une vision qui encourageait ce genre de mélange et d'échange.
Maintenant, à partir des années 80, les choses ont commencé à changer. Mais dans les années 80, justement, donc là c'est l'époque de l'inauguration de Yad el-Feth, donc en 1985, qui était un espace où une nouvelle génération a découvert, a pu avoir la possibilité de découvrir les derniers films du box-office, les concerts de musique, et ça a aussi marqué cette période-là l'émergence de toute une vague de nouveaux artistes tels que Cheb Mami, Cheb Khaled, Safi Boutella, bien entendu, Raina Rai. Je salue à l'époque l'ancien directeur de ce centre, qui était le monsieur Sedassi, et donc qui a fait que ce lieu était vivant. Pour le coup, c'était un autre public, on avait ouvert ça à une nouvelle jeunesse qui était différente de celle des années 60-70. Sauf erreur de ma part. Donc comment ce lieu, par exemple, donc le Yad el-Feth a été accueilli par la jeunesse, et est-ce que cet espace a véritablement ouvert un champ pour un nouveau public algérois? Alors, on va parler un peu du contexte, encore une fois, des années 80, la crise économique, et une nouvelle vision économique et politique, c'était l'ouverture au marché, etc. Avec la crise du pétrole et ce qui s'en est suivi. Ça a mis fin à toute une époque. On a eu la fédération des ciné-clubs qui a été dissoute, on a eu... C'est-à-dire tous les lieux ou les organisations qui, justement, malgré la charte du parti unique, arrivaient à produire des idées, à essayer d'avancer malgré la clandestinité dans laquelle étaient la plupart des partis politiques, enfin tous les partis politiques de gauche. Tout ça commençait à disparaître. Donc c'était vraiment la fin d'une époque, le début d'une époque très incertaine, on le verra après. Yad el-Feth, donc c'était une décision politique de Chablis à l'époque, et c'était disproportionné par rapport, bon, c'était un peu la mosquée de maintenant pour le Yad el-Feth, c'était ça pour Chablis. Une autre vision sur même, parce que Yad el-Feth c'était quoi? C'était un grand centre commercial, effectivement, il y avait beaucoup de salles de cinéma, il y avait des espaces, le théâtre de verdure, l'espace. Mais c'était une autre manière de consommer déjà. Des boutiques super chic, avec des créateurs algériens. Oui, je suis d'accord. Mais c'était déjà une autre vision. Déjà sur comment dire. Mais bien sûr, à cette vision-là correspond effectivement à notre public, des gens qui vont venir avec une autre appréhension de la vie, y compris dans les arts ou sur la scène artistique. Effectivement, c'est une période qui a vu, oui, des chanteurs comme Manu, etc., être au devant de la scène et... qu'est-ce que j'allais dire? Le public. Oui. Maintenant, oui, le public, certainement, il allait être différent. Déjà, il y avait le lieu géographique. Le lieu géographique. Voilà, oui, déjà, ce n'était plus le centre-ville, effectivement. Voilà, donc, El Medenia est justement à côté d'un quartier populaire, El Medenia. Et comme je disais, donc, on avait l'impression. Maintenant, est-ce qu'il était destiné à une population, disons, un peu plus aisée, voilà, en tout cas les premiers temps. Ça ne veut pas dire que c'était fermé, non, c'était devenu quand même, moi je suis venue à Alger en 88, donc le lieu qu'on voulait visiter à l'époque quand on n'habitait pas à Alger, c'était aller à Yad el-Feth, il fallait découvrir cet endroit moderne en fait. Ça reflétait la modernité. Qui reflétait un peu la modernité, etc. Donc, fatalement à notre public, même si au cours des années, même le public de Yad el-Feth a complètement changé. Oui, oui. Et d'ailleurs, je sais que tu as envie de réagir, mais je voudrais juste poser une autre question à Khadija. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la fréquentation de ces lieux? C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, si on avance un peu dans le temps, depuis les années 2000, il y a quand même
plus d'événements culturels qui sont organisés, mais on a quand même la sensation que les gens, qu'on s'inscrit justement dans de l'événementiel. C'est-à-dire que le public va aller pour le vernissage, si c'est une avant-première ou s'il y a une vente dédicace, mais cette régularité qui est si importante en fait, parce que c'est celle qui permet de construire la société, on a l'impression qu'elle n'existe pas. Il y a une multitude de lieux, bon, est-ce important ou pas à l'échelle du capital, mais il n'empêche que on est plus dans ce qui brille, quoi. Est-ce que toi, moi c'est ce que je ressens, mais est-ce que toi tu le constates? Oui, d'ailleurs tout le monde constate ça. C'est toujours les mêmes personnes qui sont dans les vernissages, c'est toujours. Peut-être qu'il faut se poser la question pourquoi est-ce que ces lieux, quand on les conçoit, on ne réfléchit pas à ce qu'ils soient plus ouverts que ça? Comment? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un manque d'intérêt? Le manque d'intérêt, je ne pense pas, mais je pense qu'il y a d'autres pas pratiques. On a appris à faire les choses autrement, j'allais dire. On en parlait tout à l'heure avec Mourad, mais il va peut-être en parler. Maintenant, les choses se font de manière, on se rencontre, mais des fois dans des sphères plus privées qu'autre chose. Et c'est là qu'on se rencontre, qu'on construit et qu'on déconstruit le monde. Maintenant, il parlera, pour les lieux qui abritent l'art, par exemple, il parlera de l'expérience Culturie Générale 3. Il a suffi que le lieu soit différent pour que la fréquentation soit différente, que ce soit plus ouvert, que des personnes qui estiment, et ce n'est pas spécifique à l'Algérie, que la chose artistique peut sembler difficile à approcher, qu'elle soit intimidante. Donc, comment faire pour que ça le soit moins et que ça permette justement ce brassage, on va dire, de la société. Je vois bien que tu veux réagir. J'en profite aussi pour te poser une question. Tu as eu l'expérience il y a quelques années d'ouvrir d'abord une librairie et aussi un café littéraire durant les années 2000. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et la même chose, quelle était la catégorie de personnes qui venaient, alors, essentiellement pour le café littéraire, parce que bon, les librairies, il y en a un peu plus, on sait à peu près qui va aller consommer du livre, mais pour le café littéraire, j'aimerais que tu m'en parles, et je crois que tu voulais réagir sur l'ouverture de Riyad El Fadi. Absolument. Tout d'abord, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour saluer dans la salle un éditeur qui a disparu malheureusement, j'allais dire en tant qu'éditeur, pas en tant que personne, Monsieur Marino. C'est mon bien, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et je vais connaître Mbana. Oui, je sais que vous voulez prendre la parole. Une maison d'édition aussi ambitieuse, aussi intello, avec des sujets, j'allais dire avant-gardistes, a disparu de la scène algérienne. Je suis très heureux de vous voir, d'autant plus que vous me rappelez un auteur que j'aimais beaucoup, La promesse de l'homme. Je lui ressemblais étrangement. Vous voyez de qui je parle? Romain Gall, je ferme la porte. Je voudrais réagir par rapport au lieu qu'on décrète lieu d'artiste, lieu d'intellectuel. Ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Généralement, les lieux se construisent d'une manière, j'allais dire, naturelle. Et moi, j'ai continué à ouvrir des espaces, mais je suis avec l'idée, même si j'ai des objectifs, ça s'est fait naturellement. Et ben, chacun trouve son espace dans ces lieux. Et c'est pour ça que maintenant, il faut faire appel à Bourdieu pour comprendre ça. Le capital culturel, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Les gens qui n'ont pas de capital culturel, mais qui ont le capital économique, c'est pas suffisant. Je vous conseille de voir un film magnifique, très vieux, qui s'appelle Le goût des autres. C'est l'histoire. Je peux raconter l'histoire? Rapidement, donc je n'aurai pas fait pour répondre. Non, j'allais faire un petit résumé. Allez. Donc, ces espaces, le public. Par exemple, je prends l'exemple de la librairie. Je compare le public de la librairie au public du salon du livre. Le salon du livre, selon les organisateurs,
c'est 1 million et quelques, selon la police 200 000, comme dirait l'autre. Donc, c'est toute l'Algérie qui va aussi là. On a l'impression que toute l'Algérie adore la lecture et la littérature. Parce que tout simplement, aussi là, c'est une sortie familiale. C'est beaucoup plus... Attendez, non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de librairie. Parce que la librairie reste un lieu intimidant. Moi, je le vois, je suis libraire depuis 30 ans. J'ai des amis qui n'ont pas devant une librairie, mais moi, je suis libraire, je suis éditeur, donc le réflexe naturel, souvent, ils hésitent à rentrer. Ça reste dans la tête de beaucoup de gens. La librairie est un lieu intimidant. Ils ont l'impression d'être des passagers clandestins. Et tout ça, parce qu'ils n'ont pas le capital culturel. Ils pensent ne pas avoir le capital culturel. C'est-à-dire aller dans ces lieux, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent venir, mais ils ont l'impression qu'il faut avoir le verbe, il faut parler comme Aragon pour prendre la parole. Et donc, c'est des lieux intimidants. Je vous jure que je le perçois comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui m'a poussé à créer le café littéraire? Avant le café littéraire, après une expérience... Tu vas pas s'en sortir. C'est parce que je refuse souvent de passer à la télé. C'est ce qu'il y a de plus castrateur, la télé. On ne peut pas aller au bout d'une idée, il faut former une phrase et puis... Là, tu me donnes le... Non, vas-y. Sauf si tu dis France, tu m'as Pour parler d'une chose, tu dois toujours parler d'une chose. Ah oui, le café littéraire. Revenons au café littéraire. Avant le café littéraire, j'ai eu une expérience malheureuse comme Zénordine. Enfin, malheureuse, non. C'est-à-dire, on était 6 amoureux de la belle. Chacun l'envoyait, je vais oser, dans son lit. On était 6 copains qui étaient propriétaires du même lieu. Chacun avait une vision de la librairie. Moi, je voulais que ce soit une librairie où on parlait beaucoup plus de sciences humaines, de psychanalyse et autres. Un autre, on dit que non, c'est plus rentable de vendre du livre religieux, puisque c'est la tendance, et ainsi de suite. Donc, on était obligé de se séparer. C'était un divorce heureux, magnifique. Donc là, ça m'a poussé à créer une petite librairie que j'ai appelée le Millefeuille, dans un quartier un peu spécifique. En face d'une mosquée, ancienne église. Juste derrière la mosquée à la voilà. L'église Saint-Charles. Et c'était la mosquée la plus radicale d'Algérie. Ils ont même trouvé des potences à une certaine époque. Croyez-moi, ils ont trouvé des... Bref, je ne vais pas faire le matamor. On a ouvert là-bas parce que c'était le seul local qui existait au centre. L'expérience a été... c'est 40 mètres carrés. Mais il y avait plus de livres qu'à la bibliothèque nationale. Bref. Donc, c'était un bouillonnement extraordinaire. Mais à un moment, je gagnais plus ma vie. J'ai poursuivi un peu, mais je suis arrivé à un âge où il faut réaliser ses rêves, sinon... Donc, j'ai ouvert... La réalité économique, on en parlera après. Un café littéraire que j'ai appelé l'île lettrée, un jeu de mots, comme ça. Non, c'est une île lettrée. Et elle a duré une année, cette expérience également. Parce que les gens, ils partent de l'idée que la culture, Nassim venait régulièrement là-bas, la culture par définition c'est gratuit. Je peux le comprendre. Mais quand on prend son inté, il faut le payer. Moi j'avais trouvé même l'astuce de trouver des pizzaiolo à côté. Ils préparaient des pizzas pour... Parce qu'il y avait des tables. Il y avait une bibliothèque gratuite, 800 titres. On pouvait consulter sur place. Et surtout, il y avait tous les jours un débat. Un débat social, comment on dit, sociétal et tout. J'ai même abordé un sujet sur le suicide à un moment, parce qu'il n'y a pas d'espace où on parle de ces choses-là. Et là, je recevais un public un peu particulier. Mais d'une manière générale, c'était les mêmes personnes qui venaient. Et ceux qui contestaient ce lieu, c'est les gens qui pensaient que je me faisais de l'argent. À la limite, pourquoi pas? Mais ce n'était pas le cas. Au bout d'une année, d'ailleurs, avant de terminer le loyer, j'ai jeté la clé de la Fabha et j'ai donné les 2 mois au gars. Pourquoi j'ai créé ce lieu? Ça revient toujours à l'enfance. C'est l'enfance qui l'enfant est le père de l'adulte. Moi, je suis fils de cafetier à Babelouad. Par à Babelouad, c'est le lieu à la fois des rencontres, de l'intimité, de la confrontation et tout. C'est le seul espace où on peut se prendre. La mosquée à l'époque, elle n'existait pas. Non mais la mosquée, ce n'est que maintenant où il y a ce discours, comment on peut dire, effréné. À l'époque, on vivait notre foi d'une manière simple.
ça ne posait aucun problème. Ne pas aller à la mosquée ou là. En plus, il y avait même des bars à côté des mosquées pour nous. Il y avait même un bar qui avait le titre « Le bar de la mosquée ». Non, c'est important. Donc, j'ai vécu dans un café de mon père où j'étais pratiquement le roi du quartier. Quand on est le fils de Kawaji. Sachant que vous ne buvez pas de café, j'ai pu le constater. Voilà. Donc, mais il y avait une frustration. C'est-à-dire, on parlait de football, on écoutait le Chabi, on parlait politique beaucoup, mais la politique à l'algérienne, en tapant directement, sans subtilité, sans rien. Mais il y avait deux choses qui manquaient dans ces espaces. Une fois adulte, une fois avoir acquis la culture, j'ai décidé de créer ce lieu, c'était un rêve. Je voulais le réaliser. Il y avait l'absence des femmes. Ma mère, par exemple, n'a jamais mis les pieds dans le café de mon père. Une seule fois, à la mort de mon père, pour préparer la bouffe pour les 3 jours, elle était obligée de rentrer dans ce lieu, pour vous dire. Et il n'y avait pas de livre. Et moi, ma passion, grâce à ma mère, grâce à mon prof de français, c'était la lecture. Alors je suis parti du principe, quand j'ai un peu d'argent, j'ouvre un espace, café littéraire, et l'idée m'est venue du Canada. Je peux raconter un peu? Au Canada, j'ai assisté à Montréal, dans une librairie, pas loin de l'université de Montréal. J'ai trouvé une trentaine de personnes autour d'une table, avec de la bouffe, des boissons, et puis des livres, et puis des jeunes, des moins jeunes, toute génération. Alors, curieux et bavard comme je suis, donc j'ai posé la question au libraire, il me dit, une fois par mois, quand tu le fais, on se réunit autour d'un thème, autour d'un auteur, et on parle de ça. Et puis il y a la bouffe. Les gens, comme une auberge espagnole, ils ramènent leur bouffe. Et ce jour-là, il y avait un débat sur l'étranger de Camus. Alors tout de suite, j'arrive, et je suis devenu Meursault, je suis devenu Albert Camus, et puis tout le monde me parlait de Tipaza, alors qu'à Alger, plus personne ne parlait de Tipaza. Et l'idée m'est venue, une fois à Alger, si j'ai un peu d'argent, je vais louer un espace, et il y aura tous les jours un débat, tous les autour de thèmes de toutes sortes. Bibliothèque gratuite, la bouffe, vous la payez parce que j'ai du personnel, et j'ai créé cet espace. Est-ce qu'il y avait des jeunes? Est-ce que des jeunes sont venus dans cet espace? Alors, comment j'ai essayé d'attirer les jeunes? C'était en quelle année d'abord? Il y a 5 ans. Et j'ai fermé. Comment j'ai fait pour attirer les jeunes? Parce que la littérature, malheureusement, du moins les jeunes que je connais là, la littérature, c'est pas toujours. J'ai fait des expositions photos. Parce que j'avais mis quelques simètres, j'ai le jargon. J'ai mis quelques simètres pour exposer des tableaux. On a même invité un gars qui nous a fait du flamenco, un jeune qui a un talent fou. Donc là, j'ai attiré les jeunes par ce biais, et je vais glisser quelques trucs sur la littérature. Ça a marché quelques temps, à un moment, mais heureusement, c'est toujours les mêmes qui venaient, ils étaient sympas, cultivés, mais moi je voulais l'élargir à d'autres. Moi, tout ce que je fais maintenant, c'est pour faire un peu les lieux qui n'accueillent que les élites. Je ne veux pas que l'IME devienne un ghetto d'intellectuels. Je veux que ça soit un lieu où on vient échanger, lire des bouquins, et cette expérience est appelée là. Parce que tout simplement, j'avais vu à l'époque une responsable de la culture, quand je lui ai parlé de créer ce lieu, à l'époque, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, les cafés littéraires, ça n'existe pas dans la nomenclature des métiers en Algérie. Il faut le créer. Alors elle m'a dit cette personne, je ne vais pas mobiliser l'Assemblée nationale pour faire plaisir. Voilà. En plus, c'était pas nécessaire. Alors le public était varié, mais c'est essentiellement les femmes. En librairie, 80% du public, c'est les femmes. Dans les cafés littéraires, c'est 80%. Et ça s'explique sociologiquement chez nous. La mosquée appartient aux mecs. Les stades, c'est les garçons, ou les hommes. Le qawi, c'est l'allemand. Alors les filles se cultivent, lisent, vont dans les librairies. Je dirais tant mieux. Voilà. Merci. Alors, on va. Alors déjà, toi en tant qu'artiste plasticien, quels sont les espaces où tu aimes exposer? Est-ce que tu es plutôt à la recherche d'espaces classiques, institutionnels, ou tu préfères voilà, exprimer ton art dans des lieux spécifiques? Alors, je ne pense pas avoir vraiment des choix de préférence. C'est-à-dire, comme je dis toujours, ce qui m'intéresse surtout, c'est de
le droit à la parole dans les conditions que j'ai choisies, tout simplement. Et que ce soit dans le musée, c'est un honneur. Pour l'ego, c'est un honneur d'exposer dans un musée. Et évidemment, il y a d'autres espaces qu'on choisit nous-mêmes qui nous intéressent peut-être le plus. C'est, pour revenir à la notion d'espace qui nous intéresse aujourd'hui, Radical disait que tu es la génération d'entre deux. Voilà. Comme je suis un peu plus jeune que toi, je pense que moi je suis de la génération de l'après. C'est-à-dire. Après tout. Après tout. Après la cinémathèque, il y a de fait. C'est la personne qui arrive au spectacle alors que tout est filé. Surtout pour un Algérien, parce qu'il y a eu des travaillistes, évidemment, mais je pense que même dans le contexte global, mondial, on va dire, j'ai été jeune adulte, comme je disais aussi, vers les années 2000, où c'est vraiment ce qu'on appelle l'époque post-moderne, l'époque post-politique, post-historique, post-économique, c'est-à-dire où toutes les notions, toutes les théories économiques, politiques étaient devenues obsolètes, et il fallait déjà créer dans ce contexte, tu vois. Et voilà, donc l'image, pour revenir à la notion d'espace, l'image du groupe, de l'intellectuel assis au café, que ce soit en brasserie, au café du Fort et tout, était vraiment obsolète, c'est fini. À partir des années 80, à partir de la chute du bloc de l'Est et l'hégémonie capitaliste, ultralibéraliste, l'individualisme est devenu la norme. Et en fait, c'est pas péjoratif, hein, être un artiste individualiste, mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que, on disait à l'époque, même après, etc., il y avait plein d'intellectuels partout qui réfléchissaient à changer le monde et tout. Et comme on disait, tu vois, tout à l'heure, avant de vous rejoindre, on disait qu'il y avait des interconnexions entre les écrivains, les plasticiens, les cinéastes, les poètes, etc. Et puis même d'autres, les médecins, etc. Et maintenant, il n'y a plus ce genre, cette idée de se poser pour. Tu vois, c'est pas grave en soi, mais d'autant plus qu'on vit aussi une époque où la dématérialisation de ces espaces. L'espace aujourd'hui, il est virtuel, sur Internet. C'est-à-dire qu'on crée ces rencontres, on les crée de façon virtuelle. On se pose tous les jours avec des gens qui sont partout dans le monde. Et on échange avec ces gens, ça n'aurait été pas possible il y a longtemps, tu vois. Et du coup, moi j'ai fini les Beaux-Arts en 2006. C'est vraiment donc la période où il fallait penser à ce genre de concept. Et à l'époque, entre 2006 et 2010, et jusqu'à très récemment, ces espaces qu'on voit fleurir à Alger, il y en a, oui. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas les ateliers sauvages non plus. Je ne sais pas si Si, on existe. 2000. Nous avons inauguré ça dans le registre de commerce. Ça n'existait pas. Moi, j'ai pas eu besoin de la directrice de la culture. Ou la dame de. Voilà. Alors, du coup, il fallait non seulement trouver cet espace pour se rencontrer, mais aussi pour montrer. Parce que dans la création, il y a cette partie de démonstration qui est aussi très, très importante pour l'artiste. Et c'est à la même époque où j'ai découvert un auteur qui m'a vraiment influencé, qui m'a vraiment guidé dans ce que j'ai fait plus tard. Et là, on va arriver à Picturie, au Poisson de Carte, etc. Cet auteur, c'est un auteur américain, c'est un penseur américain qui écrit sous le nom de Hakim Bey. Il a développé la notion de cases qui sont les zones autonomes temporaires. Et dans sa tête, l'espace n'est pas défini géographiquement, mais temporairement. C'est-à-dire un espace qui n'existe pas dans l'espace, il existe dans le temps. Et du coup, il fallait créer tout le temps ce genre d'événements ponctuels et qui ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire quand vous parliez de votre expérience de l'illettré,
Je ne pense pas que ce soit un échec, parce que ça a existé à un moment, et ça a donné peut-être des vocations, des idées à d'autres gens, après vous êtes passé à autre chose. Et c'est ça l'idée de TAD, il ne faut pas s'arrêter sur un concept et essayer de développer. Tu vois, d'autant que chez nous, on ne peut pas compter sur la wilaya ou le ministère pour avoir des lieux pour nous, pour créer, etc. Et donc, il faut récupérer temporairement ce genre de lieux pour des événements éphémères. Tu vois, donc on a commencé avec le Box 24 en 2009. Vous pouvez nous en parler? Parce que Oui, certains ne connaissent pas. Le Box 24, à la base, c'était un collectif. C'était un groupe d'étudiants des Beaux-Arts, on venait de finir, diplômés, etc. Et on était vraiment dans cette problématique. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on peut monter notre travail? On s'est dit, on le crée nous-mêmes. On l'a créé avec Walid et d'autres. Walid a réussi à avoir un appart, enfin, il a loué quoi. Il a réussi à l'avoir. Et pendant 6-7 ans, c'était le point de chute de tous les étudiants des Beaux-Arts. Et puis d'autres, hein, on faisait des expositions, c'était notre espace de travail, c'est notre atelier, et c'était aussi l'espace de rencontre où les gens venaient nous voir, discuter avec nous, exposer, etc. Et il continue encore, il existe encore, et c'est encore jusqu'à présent le point de chute des étudiants des Beaux-Arts. Donc ça fait quand même 10 ans que ça existe, même si ça, tu vois, le concept de zone temporaire, c'est qu'il se déplace. Là, c'est le troisième lieu qui porte le nom du Box 24. Et on ne s'est pas arrêté à la première c'est pas un échec, mais à la première expérience, évidemment, c'est fini. Chaque fois, il fallait trouver un autre lieu pour le recréer, tu vois. Et malheureusement, c'est un espace formidable. Malheureusement, il était vraiment réduit comme espace. Et donc, il nous fallait peut-être plus grand pour accueillir plus d'artistes et montrer un peu ce que fait notre génération et d'essayer d'être un peu plus représentatif. Et du coup, on a eu un FPA en 2013 qui nous a ouvert ses portes pour créer la première picturée générale. C'était une exposition qui montrait le travail de notre génération. On était 13 artistes, je crois. Et donc on voulait montrer à un moment ce que fait cette génération qui vient d'émerger. On avait 3 à 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience chacun. Et on a créé la première picturée ici même. Ça a duré un mois. Et ça a été. On ne s'attendait pas à cette C'était vraiment de la folie. Et je pense qu'il dit pourquoi ne pas faire un événement qui revient à chaque fois, avec plus d'artistes pour être encore plus représentatif. Mais par contre, on n'allait pas la pérenniser ici parce que ça a risqué de devenir un peu institutionnalisé et tout. Donc il fallait trouver un autre lieu pour refaire la même expérience. À cette époque, j'avais rencontré Samuel Toumi qui pensait aussi à l'idée de la baignoire en 2014. Oui, ouais. La baignoire, tu vas en parler, mais Samuel Toumi est un chef d'entreprise. Et la baignoire, ce sont ses bureaux, en fait. Qui met à disposition. Et romancier. Et du coup, oui, ce sont ces bureaux qu'il transforme en espace d'exposition régulièrement, tout en continuant à sa vocation de bureau, d'entreprise. C'est-à-dire les gens travaillent pendant que les artistes exposent, reçoivent leurs clients, etc. Et voilà. Du coup, on a repris l'expérience un an après à la baignoire. Là encore, on était encore plus nombreux, on était 18. Et 2 ans plus tard, on a fait le grand événement dont parlait Khalida tout à l'heure. Là, c'était magnifique parce que c'était inespéré. Et c'était au marché Volta. Je ne sais pas si vous connaissez le marché Volta. C'est juste là. C'est une rue parallèle à la rue des Dieux. C'est un ancien sur le là, fermé depuis des années. Il est coupé en deux. La moitié appartient à la Sonne-Plage, à en face public, et l'autre moitié appartient à un privé. Et on a réussi à l'avoir, grâce à Samuel Toumi encore. Et on a monté cette expo là, dans cette fiche. Et là, c'était super parce que, vous savez, il y a une école à côté, il y a des habitations évidemment. Et là, on a eu un public qu'on n'aurait jamais rêvé d'avoir. Les gosses qui sortaient de l'école à midi,
ils venaient toujours pour faire un tour, tu vois. Et puis il y avait, quand ça a un peu marché dans les médias, c'est passé à la télé, etc. Donc on recevait des personnes d'un certain âge qui nous disaient, moi je faisais mon marché ici, il y a 20 ans. Et ils venaient faire un pèlerinage par nostalgie, par notion par laquelle on a commencé. Je ne suis pas nostalgique, tu vois. Non, la question. C'est pas au sens négatif du terme. Et du coup, voilà. Quels sont les espaces que je vais exposer? C'est le genre d'espace Et les jeunes aujourd'hui, parce qu'on a tendance un peu à peut-être croire que la jeune scène artistique, ou la jeune scène, on va dire, les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient artistes ou étudiants ou intellectuels de tous bords, on a l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à la culture, voilà, ou en tout cas qu'ils rechignent à s'exprimer lorsqu'il y a des événements culturels. Ça, c'est le premier point. Et on ne les trouve pas forcément, mis à part comme ce dont on parlait tout à l'heure lors du lancement, d'ouverture, de vernissage, mais est-ce qu'ils fréquentent, c'est plutôt une question ouverte, ces lieux, à quelle cadence, est-ce qu'ils ont envie ils ont d'autres besoins qu'ils n'expriment pas, est-ce qu'ils se sentent enfermés, ou bien des jeunes en général. Pas seulement les artistes, parce qu'un étudiant en médecine peut être intéressé par la culture. Donc on a l'impression on ne sait pas où est-ce qu'ils se rencontrent. Voilà. Et c'est là, est-ce que c'est un besoin d'ailleurs de se rencontrer? Parce qu'effectivement, avec l'avènement de Facebook, d'Internet, peut-être que, sans être justement nostalgique, mais peut-être que c'est une nouvelle forme d'expression, de consommation de la culture, qui est tout aussi intéressante. Parce qu'il y a des débats, il y a des discussions, etc. Donc, la pratique de la culture a changé, même pour nous. Pour les jeunes, il faut peut-être poser la question aux vrais jeunes, parce que moi je ne suis plus vraiment. Cela dit, je vais dire, j'insiste sur cette question parce que nous, à Artissimo, école de formation, donc on a toujours eu beaucoup de jeunes, et lorsque, en marge des cours, on organisait des débats autour de sujets, pour le coup, artistiques, et bien très souvent, ils ne prenaient pas la parole. Très souvent, ils ne donnaient pas leur avis. Et ça, quelque part, ça c'est un travail de médiation. Ça, c'est un travail de médiation. Et. Après, attends, et très souvent, ils ne donnaient pas aussi. Oui, oui. C'est le jour où vous n'avez pas cours, du coup. Très important. Je pense que, par exemple, le ministère de l'Éducation pourrait faire quelque chose. C'est un peu leur boulot. C'est ce travail de médiation qui fait que on emmène ces gens qui ne consomment pas forcément de l'art vers ces lieux. Voilà. Et une fois sur place, c'est un travail de médiation. C'est-à-dire, en tant que plasticien, c'est un travail, ça à vous de voir, hein, vous le faites ou pas, c'est votre problème. C'est-à-dire, mais si vous voulez vraiment les toucher, il faut le faire. Et on en parlait tout à l'heure, au marché Volta, non seulement on recevait les gosses de l'école mitoyenne, mais en plus on a voulu faire l'expérience d'inviter une école à l'expo. C'est aussi intéressant pour nous, à plasticiens, que pour eux, j'espère. Et du coup, on est entré en contact avec l'école privée. L'école privée parce que c'est plus facile pour les autorisations, etc. Ils n'ont pas besoin d'un papier du ministère et tout. Donc on a reçu deux classes, une classe de gamins, 8 ans, 10 ans, une deuxième classe d'adolescents, 14, 15 ans. Voilà. Et là, ce travail de médiation, il faut le faire. Quoi. Les gens, ils sont là, on discute avec eux. Mais pour les pousser à parler, comme je vous disais tout à l'heure, on arrive, on est devant les œuvres et tout, je leur disais, vous y voyez quoi? C'est à vous de parler, c'est pas à moi de vous parler. Moi j'ai parlé. Ce que je voulais dire, il est là, il est accroché. Maintenant c'est à vous de parler. Et ils sont timides au début, après ils disent ouais, je fais ça, etc. Après tu dis non, c'est pas vraiment ça, mais ah ouais, c'est bien, tu vois. C'est un travail qu'on accepte de faire ou pas, ça c'est à chacun de comment il voit son métier,
Mais si on veut vraiment toucher les gens, il faut y aller tout simplement. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite la parole. Cette notion-là de s'exprimer, en fait, elle nous amène un peu vers cette idée qu'on avait que les jeunes de l'époque, dans les années 60-70, voulaient refaire le monde. Et du fait qu'aujourd'hui, on a ce sentiment que la jeune génération d'artistes, notamment d'intellectuels, quelque part ne trouve pas, n'accède pas, on n'a pas forcément la volonté de se réunir dans des lieux, on a l'impression que c'est comme si que ce rêve de refaire un nouveau monde, il est perdu. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette question. Est-ce que c'est exprimé différemment ou pas? Je pense que ça va commencer à revenir là, avec la crise et tout. Ouais, je pense que ouais, c'est vrai que à partir des années 80, la fin des utopies de gauche, il y a eu vraiment, je schématise, je schématise et je globalise, je parle en général, il y a toujours des cas particuliers, mais oui, vous voyez déjà, il y a eu tout un mouvement dans les années 2000 qui a repris. Parce que le contexte a changé, le libéralisme a changé, et du coup même les luttes ont changé. Et par exemple, ça n'a rien à voir, mais la question écologique n'existait pas dans la lutte historique. Les questions du genre n'existaient pas dans les luttes historiques. Mais là, c'est une autre forme de lutte qui prend en considération des notions qui n'étaient pas évidentes à l'époque. Et du coup, oui, là, on est curieux de voir ce que ça va donner. Je donne la parole et ensuite on va ouvrir voilà, le débat. L'idée d'espace elle est séduisante, ça a ses limites. Il y a des activités qui nécessitent un espace géographique. La librairie, ce n'est pas tous les mois, mais donc il faut avoir un local, il faut payer le loyer, il faut former des gens, il faut avoir des bouquins, il faut créer une confiance à un fournisseur. Deuxièmement, le café littéraire, c'est la même chose. Il faut déjà que le milieu dans lequel on évolue, on crée des liens. Donc ça nécessite quand même du physique et du géographique. Maintenant, concernant le capital culturel, moi je peux revenir à ça. Une expérience récente. J'étais à Tipaza dans le cadre d'une la caravane. Une fois par mois, on a une caravane qui part vers les... Vous êtes consultant à la NAP et vous organisez 2 fois par semaine des rencontres, des débats dans une librairie à la rue d'Isly, et c'est vraiment intéressant de le savoir. C'est le mardi et le jeudi après-midi. C'est au niveau de la rue d'Isly, c'est la librairie de la NAP. Voilà. Alors, une expérience suivante, c'est la caravane, une fois par mois, on se déplace à l'intérieur du pays. Et là, on a été à Tipaza, dans le cadre du mois du patrimoine. Au début, j'étais heureux de voir des centaines de gosses, dans des bus, venir les vestiges anciens. S'il vous plaît, madame. Une fois que je me tirais les quelques cheveux qui me restent. Les gosses, ils pensaient du diable en forêt. Je vous jure, ils étaient obscurs. Non, c'est pas du mépris, là j'explique à l'aide. Ils gueulent et jouent au ballon, au football, flérouillent l'anglais. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc j'ai gueulé à les animateurs. Ils n'ont même pas expliqué aux gosses qu'ils vont aller dans un lieu qui a besoin de silence, parce que le silence accompagne ces ruines, et qu'il faut les préparer à ça. Le gars qui était venu avec eux, lui-même avec son sandwich, il faisait la sieste sur le gazon, et les gosses étaient zérés comme ça. Là, le capital culturel, c'est la famille et l'école qui les donnent. La famille, je regrette, si on est issu d'une famille qui a les moyens, et si on a des bouquins en permanence, nécessairement on a de la culture, et c'est cette culture qui s'impose dans la société. L'école également doit jouer un rôle très important. Moi, quand j'étais petit et adolescent à Babylone, je faisais du théâtre à l'école, au lycée. Je gérais une fois par mois la bibliothèque de mon école. On avait des lectures obligatoires, jusqu'à 5 ou 6 bouquins. On avait des séances où on prenait la parole en public. Ce n'est pas de l'utopie, ça c'est du réel.
Il se trouve qu'à l'époque, effectivement, il y avait des enseignants d'origine française ou français carrément. Il y avait cette expérience. Et on l'a gardée. Moi, j'ai travaillé comme pion dans un lycée. La tradition s'est perpétuée à un moment où on prend la parole en classe, on lit des bouquins, on les présente, on faisait du théâtre, du dessin, etc. Ça vous donne une base culturelle. On a qu'on peut affronter ce que vous exposez autres. Même dans ce qui vient, il n'a rien à amener comme base. C'est pas de votre faute, hein. C'est l'école et la famille qui ne préparent pas cet enfant à... Voilà ce que je vous dis. Merci. Je vous remercie pour vos interventions. Alors là, on va ouvrir les questions. Juste sur la partie de l'éducation, on voudrait qu'on la mette un peu de côté parce que c'est un sujet qui est trop important et qui va un peu nous dévier de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, qui est bien entendu très passionnant, mais peut-être qu'on y consacrera un sujet un jour. Donc, voilà. Qui voudrait prendre la parole? Monsieur Van Farhat, oui. J'aimerais intervenir. Donc, je pense que la question à poser est une parole. Pourquoi Le micro. Il n'y a pas eu, pourquoi il n'y a pas eu un enracinement de cette culture? Pourquoi elle est restée superficielle? Qu'est-ce qui explique sur le plan de l'histoire? Nous ne sommes pas capables. On ne vous entend pas derrière. Pardon, je peux dire qu'est-ce qui explique? Nous ne sommes pas capables. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'elle n'a pas pu l'indépendance vraiment accumuler suffisamment de culture? Et je pense que c'est ça. Donc, on a dépassé sur le plan de l'histoire. En histoire, qu'est-ce qu'il y a? Ceci, donc, il y a évidemment plusieurs explications. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que. Non. Et la deuxième point, c'est par rapport à je connais très bien le dirigeant. C'est un problème de gestion. Parce que, au-delà de l'apparence, c'est-à-dire des boutiques qu'on visitait là, il y avait une réelle intention de transformer, d'introduire la culture. C'est-à-dire là-dessus, ça a été, évidemment, à cause de l'appareil d'État, donc du parti unique, qui a fait échouer cette expérience. Je dis pourquoi? Parce que, à cette époque-là, j'ai tous interrogé là. On m'avait chargé, d'un projet, des échanges de peintres entre les deux rives de la Méditerranée. Moi, j'avais amené, on connaît, le peintre Ortega. Donc, il a fait des expositions là-dessus, il a peint. Mais, cette expérience-là, quelque part, n'a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite dans ce sens qu'il n'y a pas eu, il y a eu une mauvaise volonté de l'État. On a dressé énormément d'obstacles pour que le projet échoue. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de peintre qui a rien pu aller de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, je vous dis cela. D'autre part, vous avez vu toutes les conférences écologues qui ont été organisées à l'époque. Ce qui n'est pas été le cas de la Révolution française. Et je pensais là, déjà, une première explication. C'est une question de langue entre l'élite intellectuelle algérienne et le reste. Non, moi je crois que c'est plus profond, c'est des traumatismes qu'a vécu la société algérienne, traumatismes historiques. Ils sont dus, je ne vais pas aller dans le détail, mais ils sont déjà de la colonisation qui a substitué une civilisation à une autre. Elle a effacé les traces d'une civilisation pour substituer à une autre, c'est-à-dire une société, remplacer une société par une autre. Voilà. Le traumatisme, ça a été la guerre de libération. Et le troisième traumatisme, il me semble, ça a été l'événement des années 90. Et tout le reste a préparé les événements. Ça veut dire qu'on ait empêché que la culture se répande et s'enracine, a amené des événements 88 et 90. Voilà à peu près je résume à peu près mon explication. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça, Khadija? Oui, juste, là c'est un détail, chacun de nous peut donner un peu ses pensées sur... Effectivement, ça taraude tout le monde de dire pourquoi on en est là, que ce soit dans la culture ou autre, mais à mon avis, effectivement, ces traumatismes-là, et puis le choix politique et de société qui n'a jamais été clairement fait. Quelle société on veut avoir? Parce que le choix de la culture détermine ça. Oui, certainement, mais parce qu'on a produit ces gens-là. Cette absence de culture a fait qu'on ait produit les gens qui nous ont dirigés. Tout est là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un temps, il n'y a pas eu un espace suffisant pour
capitaliser. Enfin, je reprends le terme des sociologues. Ils disent en définitive, la culture c'est comme le capital. Il faut de l'accumulation. Donc là-dessus, il n'y a pas eu cette accumulation. Or, pourquoi il y a eu cette accumulation? C'est parce qu'on l'a empêché. Dès le départ, et là aussi on revient à une chose essentielle. Pourquoi la ville n'a pas joué son rôle de moule? Vous savez que la ville absorbe, elle joue le rôle de moule, en sens qu'elle absorbe petit à petit, pour transformer et donner des habitudes citadines aux nouveaux habitants. Mais donc la ville, c'est ça le rôle de la ville. Or, si on était submergé, il y a des explications aussi à ça. Elles sont historiques. Sur la guerre de libération, il y a eu 2800 camps de regroupement. Je ne parle pas des camps où on mettait des prisonniers politiques, ou simplement des familles entières qui étaient délogées de leur habitat, de la ferme, les regrouper dans des camps. Tout ça est un traumatisme. Tout ça fait que si les ruraux ont envahi la ville, c'est parce que, d'une part, ils n'avaient pas eu à aller, puisqu'il y a eu une rupture dans la tradition et le savoir-faire, il y a une rupture historique. Donc ils n'avaient pu retrouver des lieux qu'ils trouvaient complètement dévastés. Ils venaient sur la ville et submerger la ville. Je crois que c'est tout ça, pris dans son ensemble, qui peut expliquer les politiques ne sont pas à l'abri, mais ils sont produits dans la société. Donc voilà peut-être que j'essaie d'expliquer le plan historique, ce qui fait qu'on n'est pas enraciné, qu'on n'est pas accumulé les couches qui font que la culture s'épanouisse dans notre pays. Voilà, après Vous aviez organisé d'ailleurs un forum de la culture en 1999. Pardon? Vous aviez lancé un forum de la culture en 1999 à Liad El Fat. J'avais lancé le cap, je crois que vous l'avez vu, voilà. Oui. J'avais lancé un forum de la culture au moment de la campagne de la démission du général Sarouane, et c'était la campagne du futur candidat à ce moment-là. Donc exprès justement pour essayer, on a tiré énormément de monde et réfléchir justement, c'est comment faire pour agir, pour répondre à la culture, aussi qu'elle ne s'arrête pas à une élite, qu'elle aille au-delà. Comment intéresser par le livre, par la peinture, et par la musique, intéresser tout le monde à la culture. Bon. Mais là aussi, parce qu'il n'y a pas eu de suite. Il y avait de très bonnes volontés, des intellectuels, des artistes, et qui sont venus. On avait un projet, mais le projet n'a pas pu se réaliser, parce que c'est vrai, on rejoint ce que vous avez dit, les hommes politiques ne sont pas en phase avec la société. Est-ce que, alors juste, on a fait quelque part, bon, c'était pas fait exprès à la base, mais on a quand même fait une impasse sur la période des années 90. Alors non pas qu'il n'y avait plus d'activité, mais effectivement c'est une période douloureuse où il y a eu quand même l'absence et le départ de beaucoup d'artistes et intellectuels. Ceux qui veulent réagir par rapport à ça sont les bienvenus. Et sinon, voilà, si vous avez d'autres questions, oui, alors madame. Des deux points, oui. On entend comme ça? Bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je voudrais soulever juste deux petits points. Le premier, c'est celui dont M. Ali Sakhri a parlé. C'est la reproduction sociale de Bourdieu. Oui. C'est très important, ça c'est très intéressant. Et un autre point, je ne sais plus ce que j'ai oublié, j'y reviendrai peut-être si je peux. C'est la reproduction sociale. Écoutez, dans les années 70, donc c'est la génération un peu des gens un peu plus âgés que moi. Moi j'ai vécu ça, pour moi c'était plutôt beaucoup plus de la mixité sociale qui était facilitée par je ne sais quoi, mais qui avait facilité justement le contact entre le fils de Fellah ou la classe ouvrière et la bourgeoisie, ou je sais pas, on peut appeler ça comme on veut. Parce que maintenant, même avec des enfants qui ont des parents qui ont les moyens et tout, ils n'ont pas forcément la culture, je veux dire la lecture et voilà, visiter des musées et tout ça. Donc c'est pas vraiment une question de moyens, c'est ni le capital social, c'est-à-dire le background social, ni le capital culturel, parce que les parents étaient illettrés, les parents des gens de notre génération, pour la plupart, étaient illettrés, mais comme
côtoyé des gens qui étaient cultivés, qui avaient les moyens, qui avaient des bouquins. Bon, il y avait beaucoup de gens, des gosses, des gamins, qui empruntaient les bouquins des voisins, qui étaient beaucoup plus, enfin, qui étaient un peu plus nantis quand même. Donc ça a facilité ni le capital, comment dirais-je, économique, puisque maintenant, même des gens se baladent avec des iPhones ou je ne sais quoi, des trucs qui coûtent très cher, mais qui n'ont pas forcément le bouquin chez eux ou alors qui n'en ont pas lu. Donc je ne crois pas que ce soit une question de reproduction sociale, c'est beaucoup plus une question de communautarisme. Voilà, maintenant ça me rappelle le point qu'a soulevé Mourad Il est où d'ailleurs, Mourad? Comment on appelle ça, qui a parlé de, je ne me rappelle plus ce que c'était, oui. Bon, je suis quand même un petit peu comme M. Sakhari. Vous reviendrez voilà, là-dessus. c'est le commun. Oui, voilà, refaire le monde. En fait, pourquoi refaire le monde quand tout est déjà planifié à l'avance, le fatalisme. Donc, pourquoi refaire le monde? Nous, on va se débrouiller comme on peut, et puis c'est tout. Pourquoi refaire le monde? Et donc, dans ce cas-là, c'est pas la peine de lire, c'est pas la peine de se cultiver, c'est pas la peine de se casser la tête. Voilà, merci. Alors, pardon, Kahina, alors, juste, j'aimerais bien prendre deux questions et puis ensuite vous répondez. Pardon, je comprends parfaitement qu'on ne veuille pas parler aujourd'hui de l'éducation parce que le sujet est très passionnant, etc. Mais tu as repris 3 fois la même question et dire quel est le public qui fréquente les librairies, qui fréquente les vernissages, qui fréquente tous les espaces culturels. Et on arrive au constat qu'il y a peu de jeunes qui fréquentent ces endroits. Je parle en tant qu'enseignante qui fréquente des jeunes tous les jours depuis une quinzaine d'années, donc j'ai des adolescents, et je me dis que si on n'aborde pas le problème de l'école, on n'arrivera jamais à trouver de réponse. Il n'y aura pas de réponse à ce débat, parce que l'institution qui prépare l'enfant à la culture et au livre après la famille, c'est bien l'école. Donc quand on a des écoles où il n'y a pas de bibliothèque, ça veut dire on ne crée pas aux enfants des souvenirs dans un espace géographique qui est la bibliothèque, c'est-à-dire si on ne fait pas des activités, si on n'habitue pas ces enfants à voir des conférences au sein de l'école, à voir une bibliothèque, à emprunter des livres, il n'existe même pas de poste de bibliothécaire. C'est-à-dire quand on n'a pas de professeur surnombre à l'école, la bibliothèque est fermée parce que personne ne peut prendre en charge ce travail. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Mourad Krina. Quand ils organisaient le vernissage, c'est-à-dire des enfants qui venaient spontanément voir, c'est-à-dire si on crée un environnement autour de l'enfant qui parle de culture, de peinture, de livres, il y aura certainement une réaction. C'est-à-dire un enfant ne va pas vers le livre spontanément. Si le parent n'est pas derrière, si le professeur n'est pas derrière, je ne connais pas d'enfant qui est capable, qui soit capable d'aller directement vers le livre comme ça, sans qu'on le lui demande ou sans qu'on l'habitue, si ce n'est pas la voix de la mère qui lui lit, si ce n'est pas le professeur qui va lui imposer une lecture. Quand il parle du ministère de l'Éducation, oui, on attend des œuvres qu'on impose aux enfants. Ça commence par la contrainte, mais après il va prendre du plaisir à lire. Donc si on ne parle pas de l'école, on ne trouvera jamais de réponse. Pourquoi il n'y a pas de public jeune dans ce genre de manifestation? Je te remercie pour ton intervention. C'est juste qu'il faut quand même qu'on reste dans le cadre du sujet. Alger, histoire de lieu, histoire de vie. On fait une photographie sur le thème de la culture aujourd'hui, sur les lieux culturels qui existent. On est plus dans raconter ce qui a existé et ce qui existe aujourd'hui. La question de la rencontre aujourd'hui, c'est pas essayer de trouver des solutions à des problématiques. Par contre, on pose des interrogations. Cela dit, moi, je les retiens, ces propositions, et peut-être que ça sera des sujets que l'on pourra aborder ultérieurement. En tout cas, je ne suis pas du tout pessimiste, parce que voilà. Vous avez pris quand même, comme vous dites, 3 générations différentes, et je vois bizarrement quand même, je vais sauter un peu Khadija, mais je vois qu'il y a un trait d'union entre quand même ce qu'a décrit Sidali et ce qu'a décrit Mourad, c'est-à-dire que quand même il y a un retour vers des activités qui se multiplient à Alger, et pourquoi pas donc des expériences comme celle qu'a cité Mourad et ramener justement les jeunes vers ce genre de manifestation. Voilà. Alors, réponse rapide, Khadija, et ensuite on a 2 autres questions. Je vais être très brève sur cette question des jeunes qui revient. Moi, je vois des jeunes aujourd'hui, par exemple,
Il y a, exactement, il y a ces dernières années une recrudescence, il y a la naissance de ciné-clubs, etc. Ce sont des jeunes qui sont en train de les créer parce qu'ils ont envie de regarder des films ensemble, d'en parler, etc. Donc pour moi, c'est une génération normale qui est en train d'utiliser les outils de son époque. Donc elle est dans sa sphère virtuelle, etc. Elle utilise aussi les espaces physiques. Elle est en train de vivre sa vie et de s'adapter à son époque, tout simplement. Alors, pardon, il y a le monsieur qui veut... Vas-y. Juste, vous vouliez poser une question depuis tout à l'heure. Voilà. Ça va dans tous les sens. Pardon. Ce que je voudrais dire, je ne fais pas partie de l'entre-deux, je fais partie plutôt de la génération des années 70. J'étais étudiant à l'époque, entre 66 et 70. Il faut dire qu'à cette époque, c'est bon. Ça marche. Les lieux comptent énormément. Nous étions un institut d'études politiques qui était situé au cœur même d'Alger, c'est-à-dire à la place Émir Abdelkader. Et à côté, nous avions le théâtre de Katib Yassine lui-même, à la rue Mogador, juste derrière les galeries. En face, nous avions la cinémathèque et les débats à 22h30. Donc le climat dans lequel on baignait était déjà un climat extraordinaire, d'un point de vue culturel. Quand on a un Katib Yassine et quand on voit Mohamed prendre ta valise ou la poudre d'intelligence à 2 pas, et qu'on sort de son TP et qu'on va assister à un film où on a vu les plus grands metteurs en scène du monde défiler au niveau de... Il y avait même le directeur de la Cinémathèque française, Langlois, qui était avec Potier. Je me rappelle, on a parlé du cinéma brésilien, on a parlé du cinéma japonais, particulièrement 2 films qui m'ont marqué à vie, L'île Ling et Le chien enragé. C'était sur l'exploitation d'une... C'est pas grave. D'accord. Parce que... Et alors, on se dit, j'ai revu récemment, je fais un saut dans le temps, la pièce, l'adaptation de Le Malade imaginaire. J'étais ahuri. Je dis bien ahuri. Pour quelle raison? Pour 2 raisons. Aussi bien l'adaptation de la pièce, si c'est ça Molière, moi je me suicide. Et la réaction du public. Quand je me rappelle par exemple l'adaptation du Bourgeois d'Antillon de Westmoreland Rahmou. Pardon, juste essayer de nous poser une question ou est-ce que alors, c'est une. Parce qu'on doit poser la parole. Il y a une régression. La pièce, c'était pas une traduction, c'était de la grosse farce. Et le public rigolait et se contentait de cette grosse farce. Donc vous dites qu'en fait le niveau... Alors, d'accord, merci. Juste on va prendre d'autres questions. Alors la dame, elle voulait... Allez-y. Et ensuite madame. Et Karim, ensuite Lila. Lilia, allez-y. Ça marche, allez-y. Ça marche, ok. Une question. Alors, moi, je reviens à un événement que je trouve très, très important après l'indépendance. Il ne marche pas. Si, il marche. Allez-y. Que je trouve majeur, extraordinaire, qui a été porté vers les années 80, c'est le mouvement berbère, culturel. Et c'est l'un des, moi je trouve, après l'indépendance, c'est un des mouvements les plus importants qui a existé, qui a été porté par une population pour la reconnaissance de sa langue et de sa culture. Micro, voilà. Voilà, et on fait l'impasse, malheureusement. Mais cet événement avait déjà des prémices pendant la guerre de libération, mais qui a été porté vers des événements sanglants quand même, 80, et après, on arrive à cette reconnaissance pour laquelle il y a eu une continuité. Merci. Les gens ont continué jusqu'à la demande. Et Karim aussi, depuis tout à l'heure. Vous voulez faire une impasse sur les années 90, mais moi, comme je suis témoin, je voudrais témoigner des années 90, comme je suis journaliste à la chaîne 3, et bien ces années 90, il y avait des magazines culturels que j'animais 3 fois par semaine, et qu'il fallait se débrouiller, parler de théâtre, parler de cinéma, parler de... Donc, ces magazines-là, nous, c'était du militantisme, parce qu'il fallait dire on était là.
Et il y a eu un programme culturel dans ces années 90. Voilà, je voulais témoigner. Bien sûr, oui, voilà. Effectivement, tout ne s'est pas arrêté, heureusement. Effectivement. Lilia et Karim, je sais que tu voulais prendre la parole, ensuite je vous laisse réagir. Moi, je voulais parler, d'abord, je voulais rebondir sur ton introduction, tu as parlé de Nos richesses. Nos richesses, c'est un livre de Martin. Pardon? Voilà. J'ai parlé de la librairie. De la librairie, la petite librairie de la rue Charras. Et donc il y a eu un livre qui s'est fait dessus. Et j'étais vraiment très bouleversée par ce livre, parce que ça doit être une histoire vraie, c'est pas une. Et je demande, moi, ce que je veux dire, c'est avoir le respect des lieux littéraires, des gens qui sont venus fréquenter cet endroit. On ne dirait pas, moi je connaissais quand il y avait une vieille dame qui était là-bas, on empruntait des livres, et qui maintenant n'existe plus. La dame ou le livre? La librairie, elle existe. Si, je pense qu'elle existe toujours. Elle existe toujours. Il y a eu d'ailleurs, on peut reconnaître, même il y a quelques années, où, je ne sais pas si c'était une rumeur ou pas, mais la librairie des Beaux-Arts menaçait de fermer, et finalement il y a eu quand même une prise de position de membres de la société civile qui ont signé des pétitions. Non, elles sont, enfin en tout cas pour le moment elles sont ouvertes. Voilà. Karim, je sais que tu voulais prendre la parole. Oui, mais bonjour. Il y a tellement de choses à dire sur ça que je ne sais pas. J'ai pris des mots, j'étais sérieux. Et ensuite, j'ai pris des notes, et la première c'est justement par rapport à la librairie Ijtihad. Moi, mes plus belles rencontres littéraires, politiques, artistiques, tout c'est à la librairie des Ijtihad justement. C'est là-bas où j'ai connu des gens comme Bilzine, j'ai connu toute la gauche algérienne, c'est là-bas où je me suis instruit à la librairie Ijtihad. Ça c'est une parenthèse. Maintenant, moi je vais aller direct, c'est l'État qu'il faut accuser, qu'il faut dénoncer, tout de suite. Non, il ne faut pas qu'on tourne autour du... Il n'y a aucune politique culturelle. Quand les gars du Madrab ont organisé leur manifestation à Bellecour, je ne sais pas si vous savez que ça fait 2 ans, c'est ça, il y a une belle manifestation qui s'appelle Madrab, c'est réappropriation des artistes et des chanteurs, des lieux au niveau d'Alger. Ils ont pris uniquement la PC de Bellecour. Alors, ce qu'on a su par la suite, et ils ont le toupet de le dire en pleine conférence, les responsables du ministère et de la présidence des biens culturels d'Alger, à Bellecour, 75 lieux propres, nets, nettoyés, vides. À Bellecour, uniquement Bellecour. Ces lieux, c'est quoi? C'est les halls, c'est les caves, c'est les usines affectées, c'est les anciennes boutiques qui ont fermé et qui sont présentes. Il y a le double AUSND, il y a le triple Al-Harrach. Et à Alger Centre, la piste d'Alger Centre, a plus de 1100 lieux vides. Je ne parle pas des boutiques sur les douches. Hein. Excuse-moi. Là-dessus, je répondrai avant les intervenants. Oui. Alors, il y a eu des demandes. Il n'y a pas que nous, c'est depuis les années 80, il y a eu des demandes de grands artistes de réapproprier des lieux et d'en faire des choses. Le seul à qui on a donné l'occasion, c'était Ajoua Mamri. On lui a donné les voûtes. Mais il était parrainé par une grande entreprise qui s'appelle la Sonatrach et la wilaya d'Alger, Rahmani à ce moment-là. Donc, ils ont vu qu'on pouvait, dans des espaces comme ça, faire de la culture, ramener des gens. Il y avait tout le temps des gens, c'est la place des Martyrs. Vous voyez un peu le taux de visite qu'il y avait là-bas. Ça a duré 1 semaine, malheureusement. Bon, par la suite, il y a eu plein de mouvements d'artistes et tout, dans le groupe que j'ai créé, qui s'appelait Par-ci, Par-là, où on demandait à avoir des lieux culturels pour essayer de faire des choses, même éphémères, parce que ça marque vraiment, c'est très fort l'action éphémère. Moi je suis plus pour les actions éphémères que dans le temps, justement, les actions temporaires, que les actions dites des expos de 6 mois qui mènent à rien, vraiment rien. Je parle, il y a tellement de choses. Juste, je voudrais là-dessus, en fait, quand même, je me connais suffisamment, je ne suis pas... Comment? Je voudrais arriver aux abattoirs, oui. Plein de trucs pour arriver aux abattoirs. Très rapidement, je voudrais réagir parce que ça résume un peu tout. Vas-y, dis ce que tu voulais dire sur les abattoirs, mais très rapidement et je vais répondre à je dis qu'on est même arrivé ensuite à faire des demandes. On est arrivé à une pétition qui est arrivée à 1400 et quelques personnes où on voulait avoir les abattoirs comme lieu culturel, comme lieu alternatif. On est membre fondateur des abattoirs de Casablanca. Moi-même, Izia Michel Fayad, le dramaturge, on est membre fondateur. Là-bas, on nous a acceptés, on nous a écoutés, mais ici, non. Donc, on a créé une autre liste qui fait partie de 350 personnes, d'architectes, d'amis, hein, et donc ça a été balancé.
Mais par la suite, on nous a dit que ça va devenir le Sénat algérien, le truc. On a demandé d'autres lieux, mais on n'a rien eu. Alors, je reviens aux années 90. Quand on parle d'espace, quand on dit qu'il n'y avait rien à Alger, il ne faut pas oublier l'école des beaux-arts d'Alger, qui était l'oasis, qui était le lieu culturel à Alger. Quand tout le monde avait fermé, l'école des beaux-arts d'Alger restait ouverte pendant 7 ans, jusqu'à la mort d'Anissa, qui présidait la fondation Asla et qui, le 5 mars et d'autres années, donnait des prix, mais ramenait énormément de choses et pendant toute l'année. Donc ces lieux-là aussi, il faudrait en parler, ces lieux alternatifs. Même si c'est une école institutionnelle, c'était un lieu alternatif. Alors, merci Karim. Alors, juste là-dessus, je vais vous donner la parole bien sûr si vous voulez réagir, mais il y a quand même une chose. D'abord, la même chose, engager le sujet sur la politique culturelle, c'est pas forcément le rôle des pupitres d'Artissimo. C'est aussi un sujet très vaste. La deuxième chose, c'est que malgré tout, nous, enfin moi, personnellement, je voudrais quand même qu'on reste sur une construction positive parce que sinon, parce qu'il y a quand même de nouveaux lieux. Là, tu as mentionné à juste titre des espaces qui existent, mais nous, on a envie de savoir peut-être que cette nouvelle cette jeunesse, elle a envie de découvrir ou de s'approprier ou de construire de nouveaux espaces ou une nouvelle manière de consommer la culture. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. Sinon, on va être dans une être dans cette lutte qui n'est pas forcément, on va dire, positive. La deuxième chose, et puis peut-être que voilà, les jeunes, ils n'en ont pas forcément. Et là, sur Artissimo, j'ai quand même, après 18 ans d'expérience, nous, en tout cas, on a toujours proposé, en tout cas, ouvert nos portes aux jeunes et même aux moins jeunes qui avaient besoin d'espace pour exposer, pour travailler, pour même dans le cadre de résidences artistiques, parce que beaucoup d'artistes se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas qu'ils n'avaient pas d'espace chez eux et qu'ils ne pouvaient pas, etc. Mais il n'y avait pas de la chaîne non plus, quoi. Donc il y a aussi un problème, il y a bien entendu beaucoup et d'ailleurs je ne veux pas qu'on parle uniquement des artistes, il y a aussi les intellectuels, les écrivains, les musiciens, etc. Il y a forcément, en tout cas nous, ce qui fait qu'on existe toujours, ça veut dire que l'intérêt pour la culture existe toujours, en tout cas à notre modeste niveau, mais en même temps, il n'y a pas tant de demandes que ça. Donc avoir 1000, 2000 ou 3000 espaces, est-ce véritablement une solution? En tout cas, la question est posée. D'accord? Après, je vous laisse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui? Non, je voulais vous dire simplement qu'il y a, évidemment, il faut celui-là. Il y a la mémoire. C'est important. La mémoire est importante. Qui se souvient de Mohamed Boudia, le premier fondateur de la revue culturelle? Qui se souvient de lui? Qui se souvient qu'il a été l'auteur de la pièce Olivier? Personne ne se souvient. Qui se souvient de ce héros-là? Lorsque j'avais organisé à l'époque rendu hommage à la Bibliothèque nationale, rendu hommage à Mohamed Boudia, devant un parterre, j'avais suggéré que l'on baptise un théâtre du nom de Mohamed Boudia. Ça n'a jamais été fait. Donc ça a été l'homme de culture essentiel d'Algérie, d'où l'importance de la mémoire. L'homme de culture et d'action. Et d'action. Oui. Alors qu'on baptise un opéra du nom d'un homme qui n'a rien à voir avec la culture, et on oublie quelqu'un comme Mohamed Boudia. La mémoire est très importante dans la transmission, dans le domaine culturel. Et ça, je crois, c'est des points essentiels qu'il faut développer. Évidemment, on reste dans cet espace. Mohamed Boudia fait partie d'Alger. Il est sa mémoire. Et je crois que c'est important de dire que Mohamed Boudia, c'est le premier qui a fondé la première revue culturelle. Très important. Et personne ne se substitue. Voilà. Je crois qu'il y a dans ce phénomène-là, puisqu'on parle d'Alger, il y a aussi la mémoire. dont il ne faut pas oublier qu'il faut une transmission. Alors, oui. Les peuples qui ont de la mémoire, ce sont les les peuples qui ont de l'avenir, ce sont les peuples qui ont de la mémoire. Introduit un élément subversif indispensable, c'était le rail. C'était une façon de faire bouger la société. Donc là, il y a eu les 10 ans de terrorisme. Maintenant, depuis, on se pose la question, c'est quoi la politique culturelle? Dans le milieu du livre, on s'est battu pendant des années pour avoir la politique du livre, ce qu'on appelle le prix unique et ainsi de suite. La loi a été votée il y a 3 ans. À ce jour, il n'y a pas de texte d'application.
Alors, on va changer parce qu'on va changer de sujet. Oui, c'est pas du tout le. Ouais. Oui, vas-y. Non, mais vas-y. Il faut un ancrage. Donc, c'est essentiel qu'il y ait l'ancrage. Or, ces périodes, je les ai vécues. Je privilège de l'âge. J'ai de l'âge, donc j'ai vécu ces périodes-là très jeune, le mouvement de libération, tous ces événements, je les ai vécus. Et j'étais aussi dans l'armée. Oui. Le problème, je sais. Pour ça que je vous dis, c'est des épiphénomènes. En sens qu'il n'y avait rien. On organisait simplement, mais de l'autre côté, on combattait les idées subversives. Regardez ce qu'on a fait au Pax. Toutes les élites qui sont passées au Pax, la torture, la déportation, toutes les idées qui avaient des idées nouvelles. C'est important. Tout ça est lié. Je crois que ayant vécu ces événements-là, je peux porter ce témoignage-là. Moi-même, je ne l'acceptais pas. J'ai démissionné de l'armée en 1975 parce que je refusais ce qui se passait. Et c'est ça, c'est Dali. Et c'est là que vous avez publié le fameux livre, Le Général Hassan. Non, oui. C'était ça. C'est moi à l'époque, l'Algérie, histoire de naufrage. Absolument. Pourquoi? Parce que je voulais éviter qu'on répète les échecs. Très juste. Qu'on répète les échecs, parce que la bonne volonté ne suffit pas à faire avancer un pays. Il faut tenir compte des lois. Voilà. Enfin, le sujet est très vaste. Oui, le sujet est vaste. Je crois que M. Benya voulait intervenir. Moi, je voulais parler de la perception d'Alger aujourd'hui par les Algériens et par les jeunes en particulier. Picasso disait qu'une œuvre d'art ne vaut qu'à travers l'attention qu'on lui porte. Et je pense que ce soit un objet, que ce soit une plante, que ce soit une personne, si je prends une jeune fille, une belle, elle traverse la rue, si personne ne lui accorde de l'intérêt, en bout de parcours, elle fane, elle tombe, elle disparaît. Et je pense que c'est valable pour un bébé, si on ne lui donne pas l'affection qu'il faut continuer, il disparaît aussi. L'attention n'est pas le harcèlement. Oui. Et je pense que Alger, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, la mémoire, et puis la capitalisation de tous les événements qu'a connus l'histoire d'Alger. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas leur ville. Oui. Ils ne connaissent pas leur ville. Et j'ai réalisé que l'Algérien que nous sommes avons des difficultés à lever la tête. Cette architecture magnifique du 19e siècle, nous ne la regardons pas parce que nous ne levons pas les yeux pour la voir. Donc pour moi, la notion de la mémoire est une notion importante, et je termine en disant que nous avons une responsabilité individuelle aujourd'hui. Et je pense qu'Artissimo aujourd'hui en est la preuve, et j'ai réalisé que ces derniers mois, il y a une série de conférences sur Alger, où il y a des architectes algériens, mais il y a aussi des Espagnols, il y a des Français, il y a des Italiens qui s'intéressent à la capitale, qui s'intéressent à Alger. Et je découvre des choses magnifiques, et je pense que notre responsabilité, elle est à ce niveau-là. Si, comme une œuvre d'art, nous avons une autre perception de la capitale, nous avons le pouvoir de changer son visage. Je vous remercie, magnifique. Alors, on va arrêter. Peut-être qu'un dernier mot, juste pour la conclusion, s'il vous plaît. Un dernier? Merci de m'avoir écouté. C'est votre avis. Ah oui, je parle aussi. Merci de nous avoir. Ah non, mais vous avez tous y avoir moi. Mais effectivement, écoute, il y a plein de pistes pour de nouveaux thèmes. Le thème de la mémoire et de la transmission, surtout, est primordial, il faut qu'on en parle. Et voilà, donc il faut parler, essayer de parler intelligemment et de trouver des solutions. Voilà. Voilà. J'ai parlé pour deux. Ah d'accord. Zafira, moi je voudrais te remercier de m'avoir permis d'être là, de piquer énormément d'idées pour mes animations. Ah bah écoute, j'espère que tu m'inviteras. Deuxièmement, et je tiens à ma question, Monsieur Marino, est-ce que vous allez revenir sur la scène? Non, je vous identifie à votre maison d'édition, c'est bien. On dit Gallimard.
Donc, est-ce que vous allez revenir sur la scène éditoriale? C'est vrai, c'est en dehors du sujet. Je résume. Vous savez, le problème du livre, je peux permettre, ça ne va pas durer longtemps. Le problème du livre, donc, on m'invitait souvent à des rencontres. Et à l'époque, j'avais suggéré, puisqu'au moment où le nouveau président s'est installé, on m'a envoyé quelqu'un pour demander mon avis. J'avais suggéré, j'avais fait une fiche, où j'avais dit, en m'inspirant des sociétés de diffusion comme le Relais H, j'avais dit, donc là-dessus, il faut chaque fois qu'on crée des cités, créer des petites librairies. Et comme on sait qu'elles ne peuvent pas vivre simplement avec le livre, j'avais dit qu'il fallait les laisser vendre des bonbons, des friandises et des revues, pour laisser la place au livre. Mais j'avais dit aussi que la rentabilité de cette société-là était sur le long terme et qu'il fallait associer plusieurs sociétés qui peuvent la capitaliser. Donc les compagnies d'assurance, Sonatra et autres. Et j'avais dit aussi, donc il faut ces lieux, ces librairies pour créer. Ça les permettra de former des jeunes au métier de libraire, parce qu'on ne devient pas libraire. Il faut aimer le livre pour être libraire. Donc il faut les amener à aimer le livre, à s'intéresser au livre. Et il y a une formation au métier de libraire. Et j'avais dit aussi, donc là-dessus, je vais aussi citer là, donc on peut créer des lieux. Et comme on a des milliers de cités, on aurait pu créer des milliers de librairies. Et j'avais dit aussi, attention, il faut créer avant de distribuer le livre, il faut qu'il y ait le lieu où le déposer. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre sur les pour les lieux. Là, j'ai suggéré, donc faire ça, et ensuite diffuser le livre. Mon idée a été, donc là-dessus, ils ont pris ma fiche, ils l'ont donné à la NEP. La NEP, oui, absolument. La NEP, ils ont été acheter des voitures pour distribuer le livre, mais ils ne savaient pas où le distribuer. Vous comprenez? Voilà où les échecs. Ça veut dire que c'est un problème de gestion, un problème de compétence. Voilà les échecs. Et quelques années après, comment il s'appelle, un homme respectable, celui qui a été à l'origine des premiers véhicules bibliothèques, qui est conseiller à la présidence, qui m'appelle. Vous voyez qui c'est? Pourquoi j'ai oublié le nom? Djernoul? Là, des premiers aussi, c'est tout. Ça va venir. Non. Ben, c'est pas grave. Il se voilà, on essaiera de se rappeler. Les premiers bus bibliothèques. Bibliobus. Voilà, bibliothèque. Là, il est venu me relancer sur ça, j'ai dit non. J'ai donné mon idée, j'arrête là. Pour vous dire les échecs. C'est-à-dire jamais une saisie d'une idée pour l'améliorer, pour faire des choses en plus. Il la donne à des gens incompétents et ça conduit à ces échecs-là répétés où on dépose l'argent pour les... Voilà. En tout cas, voilà. Je pense que Karim voulait dire un dernier mot, un dernier de chez dernier. Non, juste pour dire une chose. On peut plus, désolé, il fallait le faire avant. Vas-y. En tout cas, non, mais cela dit, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il faudrait que l'on parle de... C'est que les artistes n'ont jamais arrêté de travailler, d'investir des lieux. C'est que nous manquons de public aussi. Oui, ça c'est un problème. Par exemple, nous, les plasticiens et designers, nous, on va à tout. Cinéma, théâtre, littérature. Les autres ne viennent pas. Ils ne viennent pas nous voir. Ça n'a rien à voir avec les années 80. Ils ne viennent pas nous voir. Il y a un ou deux poètes, un ou deux journalistes, les musiciens, Wello. Alors là, des gens de cinéma, alors là, c'est pas super. C'est fermé. On est négligé par nos confrères, nos collègues, nos producteurs d'art. Ils ne viennent pas, ils ne soutiennent pas. Toutes les pétitions qu'on a faites, tous les démonstrations, on n'est jamais soutenus par ces gens-là, alors que nous, pendant toutes les marches qu'il y a eu dans les années 90, c'est nous qui étions là, comment on dit, c'est nous qui avons reçu la part d'année. L'école des beaux-arts était très importante, les plasticiens étaient très importants dans la revendication de lieux culturels et de lieux de diffusion. On ne parle pas de lieux de production. Mais la politique est importante. M. Belfrade vient d'en parler. C'est très important. Et ce que je dis, c'est qu'en Méditerranée, on vit tous la même chose. Ça ne veut pas dire que l'Europe, les artistes à Marseille vivent la misère, c'est pire que nous. En Italie, c'est la même chose. Sauf que l'État leur a créé des institutions alternatives où ils peuvent dire des choses. C'est tout. On a des zones, des friches délabrées. On préfère les donner, les cavavins de Boucheroui ont été 4 grands cavavins, ont été donnés à 4 grands généraux algériens. Voilà où je dis qu'il n'y a pas de politique algérienne. C'est tout.
D'accord. Alors, le sujet de la politique culturelle est très important, mais ça sera l'occasion voilà, d'une autre rencontre avec des personnes voilà, qui seront force de proposition. Vous savez, notre devise, c'est véritablement de nous projeter vers l'avenir et de faire des propositions qui pourraient être reprises malgré peut-être un passé où il y a eu certains échecs que nous connaissons tous. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là. Je vois que le sujet est encore une fois passionnant, donc ça me rassure pour le prochain public qui aura lieu pendant le mois de Ramadan, et là on parlera des lieux de spiritualité à Alger. Alors on va peut-être essayer de délocaliser ce pupitre, on est à la recherche d'un lieu, tiens, je vais me mettre à revendiquer moi aussi, mais on aimerait bien profiter voilà, d'une soirée de Ramadan. Le concept de tasse, c'est bien ça. Oui, effectivement. Et puis bon, on pense aussi à vous, il se trouve que pendant le mois de Ramadan, il y a énormément de circulation à Didouche Morad, donc ça sera difficile de trouver du stationnement. Donc voilà, on va s'atteler à rechercher un espace, et puis ça nous permettra de visiter Alger. Merci encore d'avoir été présents, merci à nos invités, et je vous invite maintenant à visiter l'exposition de Najib Bouzned, et il y a une collation qui vous est offerte. Merci.